RTCI nous réunit. Dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. « 8h sur les ondes RTCI, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Dans le vif du sujet démarre aujourd'hui le 8 mars 2017 avec toute l'équipe au complet aujourd'hui. Tahir Drissi qui sera à la réalisation, Sarah Abdeljawed à la coordination, Enis Morey et au micro. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler de deux sujets. Incontestablement, la célébration de la journée internationale de la femme. Et tout à l'heure, nous aurons au téléphone Madame Naziha Labidi, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance. Et puis on va parler également donc de cette grève, énième grève des magistrats, aujourd'hui et demain avec Madame Aïcha Ben Belhassan, magistrate et membre du bureau exécutif de l'Association des magistrats tunisiens. Donc bonjour Madame Ben Belhassan et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonne fête également. Merci. On va essayer donc d'avoir Madame la ministre Naziha Labidi, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, pour nous parler de la célébration de la Journée internationale de la femme. Madame la ministre, bonjour. Je vous remercie et je profite pour souhaiter une excellente fête à toutes les femmes tunisiennes, de toutes les générations dans tout le pays et également à toutes les femmes à travers le monde. Bonne fête à vous également, Madame la Ministre. Vous êtes donc la Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance. Alors, cette célébration de la Journée internationale de la femme sous le titre de Les femmes dans un monde de travail en évolution 50-50 d'ici à 2030. Qu'est-ce que ce slogan interpelle en vous ? C'est-à-dire que nous nous sommes aperçus finalement à travers les études qu'il y a à peu près 28% de femmes seulement dans le milieu du travail et que nous allons faire tout pour arriver à un taux de 35% vers les années 20 et nous poursuivrons nos efforts pour atteindre la parité et l'égalité de chance entre les hommes et les femmes dans la sphère publique. Alors, Madame la Ministre, vous êtes en train de faire un travail important à plusieurs niveaux en Tunisie. Vous êtes en train de soutenir donc les femmes dans plusieurs régions dans le pays par rapport à des microcrédits avec un programme avec la BTS, la Banque tunisienne de solidarité. Il y a aussi un souci énorme par rapport à la femme rurale. 300 000 femmes rurales ne possèdent pas de carte d'identité et qui sont hors circuit, je dirais, dans l'économie ou dans le social. Alors, si vous nous parlez un peu de ces programmes-là que vous êtes en train de mener dans votre ministère. Très bien. D'abord, le premier programme qui est l'autonomisation économique des femmes est un programme en partenariat avec un certain nombre de bailleurs de fonds et surtout le travail effectué avec le ministère et la BTS. Donc, nous sommes arrivés à peu près actuellement à 700 et quelques projets, de petits projets et des projets moyens pour les femmes à travers le pays. Et nous allons continuer cet effort pour couvrir le plus grand nombre de femmes porteuses de projets. D'autre part, aujourd'hui, il va y avoir un conseil des ministres pour les femmes en milieu rural et donc il y a certainement beaucoup de choses à apporter aux femmes rurales pour garantir d'abord le transport des femmes et également essayer de faire le maximum pour que les femmes puissent intégrer le travail la couverture sociale, la retraite, un certain nombre de protections sociales pour qu'elles puissent vivre dignement. La précarité de la femme, donc essayer de combattre cette précarité, comme essayer également de combattre la violence contre la femme, et un projet de loi qui est actuellement donc soumis à l'Assemblée des représentants du peuple, un projet que vous avez soumis vous-même donc en tant que ministre au Parlement, n'est-ce pas ?
Oui, c'est un projet, mais je vous assure que c'est un projet que dans un certain nombre de pays attendent la promulgation parce que c'est un projet porteur et c'est un projet qui va permettre aux femmes, pas seulement aux femmes, mais à la famille d'avoir une excellente protection. Je vais vous donner un chiffre du coût économique, par exemple aux États-Unis. Il y a à peu près 5 milliards,8 milliards le coût de la violence faite aux femmes en milieu conjugal. Et le ministère actuellement il met en place les termes de référence pour faire une étude sur le coût économique, parce que le coût économique, psychologique et social de la violence faite aux femmes est considérable, et donc nous devons faire des efforts aussi bien économiques au plan psychologique pour aider la femme et la famille, parce que nous visons tout d'abord l'équilibre de la famille, l'équilibre de la société et une vie meilleure pour les générations futures. Madame Nazéha El Abidi, les défis auxquels la femme tunisienne est confrontée aujourd'hui, est-ce que vous pouvez les énumérer donc par ordre d'importance, je dirais? Quels sont ces défis-là? Les défis, c'est tout d'abord avoir le maximum de protection, se défendre d'une façon, d'abord renforcer ses capacités, avoir confiance en soi et être déterminé. Ça, c'est sur le plan psychologique. Sur le plan législatif, il y a déjà une batterie de lois, et vous savez qu'il y a 3 semaines, j'avais déjà annoncé que le congé de maternité, tout à fait. Pour vous rappeler, sur votre radio, je l'ai déjà annoncé, que le congé de maternité prénatal est en cours d'être adopté, et cet après-midi, monsieur le chef du gouvernement l'annoncera, et ce travail a été fait en partenariat avec un certain nombre de ministères et la société civile, et surtout avec la Chambre des députés. C'est un projet qui concerne le secteur public, hein, il faut le rappeler également. Hein. Donc, il concerne le secteur public, ou il va concerner donc tous les secteurs dans lesquels la femme donc travaille? Généralement, quand on met en place une loi, elle est faite pour toutes les femmes. Pour toutes les femmes, donc, exactement. Oui. Voilà, elle est faite pour toutes les femmes. Elle n'est pas faite pour une femme en particulier. Elle est faite pour toutes les femmes et elle doit couvrir toutes les femmes. Maintenant, il y a des efforts à faire pour justement réaliser cette loi dont la Tunisie a ratifié déjà la Convention internationale du travail depuis un certain nombre d'années. Et vous voyez qu'actuellement, le gouvernement de l'Union nationale, de l'unité nationale, est en train de travailler, de promouvoir un certain nombre de projets pour donner le maximum de protection à la femme en milieu du travail et au milieu familial. Sinon, pour revenir à la journée du 8 mars 2017, la célébration de la Journée internationale de la femme, quelles sont les festivités que vous avez prévues pour commémorer ou pour donc faire cette fête-là pour la femme? D'abord, et sur le plan de la législation, il y a des choses qui seront faites pour annoncer cette loi, la loi du congé de maternité, et qu'on souhaiterait qu'il soit aussi une occasion pour parler du congé de paternité, paternelle, et d'autre part, le Conseil des ministres qui se réunira cet après-midi relatif à la femme rurale, et d'autre part, nous sommes en train de penser à réaliser cette étude sur le coût économique, et que cet après-midi, nous allons faire une table ronde sur les expériences comparatives entre un certain nombre de pays pour justement voir où se positionne la Tunisie. Nous sommes les précurseurs dans un certain nombre de domaines, et on voudrait le rester, et on voudrait apporter le plus non seulement à la femme tunisienne, mais également à la femme à travers le monde. Merci beaucoup, Madame Nazéha El Abidi, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance. Je vous dédie cette chanson à vous et à toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui, maintenant sur RTCI. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Quelquefois si douce, quand la vie me touche,
tous. Alors si douce, quelquefois si dure, que chaque blessure longtemps me dure, longtemps me dure. Femme, je vous aime. Femme, je vous aime. Je n'en connais pas de facile, je n'en connais que de fragile et difficile. Oui, difficile. Quelquefois si drôle, sur un coin d'épaule. Oh oui, si drôle, regard qui frôle. Quelquefois si seul, parfois elle le veut. Oui, mais si seul. Oui, mais si seul. Femme, je vous aime. Femme, je vous aime. Vous êtes ma mère, je vous ressemble. Et tout ensemble, mon enfant, mon impatience et ma souffrance. Femme, je vous aime. Femme, je vous aime. Si parfois ces mots se déchirent, c'est que je n'ose pas vous dire. Je vous désire, ou même pire, oh femme. Voilà, c'était Julien Clerc avec un très beau morceau Femme, je vous aime. Et je suis tout à fait donc d'accord avec celui qui a dit toutes les femmes sont jolies, beaucoup sont belles, quelques-unes sont rares. Et je voudrais donc à cette occasion faire une dédicace à la prunelle de mes yeux, à ma mère et puis à la femme de ma vie, à toutes les femmes, bonne fête. Voilà. Fini donc cette commémoration de la journée internationale de la femme. On va parler de choses plus sérieuses, hein, je dirais, Madame Aïcha Ben Belhassan. La grève des magistrats, donc aujourd'hui et demain. Vous avez annoncé à l'association donc des magistrats tunisiens dont vous faites partie, et vous êtes donc membre du bureau exécutif, cette grève pour le mercredi et le jeudi. Pourquoi cette grève aujourd'hui ? Tout d'abord, dédicace spéciale pour toutes les femmes du monde et toutes les femmes de la Tunisie, surtout les femmes juges qui continuent toujours à batailler pour une justice indépendante. La grève générale des juges aujourd'hui et demain est la continuité en fait d'un ensemble de mouvements de protestation qui a été effectué par les juges depuis le 27
Depuis le 27 février, ceci vient à l'appel de l'Assemblée générale de l'Association des magistrats tunisiens qui a été tenue le 19 février dernier. En effet, nous considérons que la situation des tribunaux dans toute la Tunisie, d'ordre judiciaire, administratif et financier, c'est une situation catastrophique. Nous considérons aussi que la situation pécuniaire des juges tunisiens est une situation dégradée et c'est une situation catastrophique vu que le niveau de rémunération des juges tunisiens, c'est un niveau classé parmi les derniers au monde entier. On est classé même après... Mais ça, excusez-moi, Madame Aïcha, ça c'est valable aussi pour les médecins qui sont dans la santé publique, ceci est valable aussi pour les enseignants universitaires, c'est-à-dire vous n'êtes pas les seuls peut-être de souffrir, je dirais, d'être vous considérez comme sous-payé lorsqu'on essaie de voir un peu aujourd'hui un médecin de la santé publique et son vis-à-vis qui est en libre pratique. Donc là, il y a pas photo entre les deux. Donc vous n'êtes pas les seuls à Bien sûr, on n'est pas les ceci. seuls. On n'est pas les seuls, mais on est un pouvoir. On doit être traité en tant que pouvoir. Le pouvoir judiciaire a un ensemble de principes pour l'indépendance. L'un de ces principes fondamentaux, c'est l'indépendance financière des juges. L'indépendance financière des juges, c'est un pilier très important pour l'indépendance de la magistrature en général et l'indépendance du pouvoir judiciaire. Lorsque nous disons que la situation financière des juges tunisiens, c'est une situation catastrophique, c'est pas uniquement que nous qui disons ça, mais aussi on a un rapport... C'est par rapport aux standards internationaux. C'est par rapport aux normes internationales. On a aussi le rapport de la rapporteuse spéciale des Nations Unies qui a été effectuée, rapporteuse spéciale pour l'indépendance de la justice et pour les avocats, qui a visité la Tunisie en 2015 et qui a rédigé un rapport spécial pour le gouvernement tunisien, le rappelant ainsi à se conformer au principe 7 de Nations Unies pour l'indépendance de la justice. Ce principe présume ou demande aux pays membres des Nations Unies de procurer le pouvoir judiciaire un ensemble de moyens logistiques, financiers et administratifs pour faire correctement son travail. On parle aujourd'hui de la qualité de justice qui est une demande principale des justiciables. On parle aussi d'un niveau énorme de charges judiciaires pour les juges qui augmentent de plus en plus. On a de nouvelles charges comme les charges relatives au financement des campagnes électorales, les charges relatives au contentieux électoral, aussi à la lutte contre le terrorisme. Tribunal administratif, Cour des comptes. Aussi pouvoir judiciaire, aussi la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la corruption. Toutes ces Aujourd'hui, charges... pour donner une idée, Madame Aïcha Ben Hassan, pour donner une idée, un magistrat, le salaire aussi entre quelle borne, c'est-à-dire en début donc je dirais de vie, de carrière judiciaire et pour un juge de 3e grade par exemple, ça aussi entre combien et combien pour essayer de donner une petite idée par rapport donc à ces rémunérations à nos auditeurs et auditrices. Ça commence, je pense, à 2000 dinars, je pense. Moins que 2000 dinars. On commence avec moins que 2000 dinars et on finit par un maximum de 2500, 2700 dinars. Pour un juge de 3e grade, sans fonction, hein, on ne parle pas de la fonction. La fonction même avec les fonctions, parce qu'il y a un traitement spécifique pour les voitures de fonction, etc., les rémunérations en nature. Donc, le niveau, c'est le 1/5e ou le 1/6e du niveau mondial. On est classé parmi les derniers au monde. On est classé même après les pays maghrébins, les pays africains, les pays arabes. Un niveau de rémunération qui n'est pas du tout en corrélation avec les charges de travail. Et aussi les juges, ils payent de leur propre compte des charges qui reviennent normalement à l'administration pour faire l'impression, pour se déplacer, etc. Justement, les conditions de travail, parce que vous avez déploré également les conditions de travail dont les tribunaux, et on voudrait bien comprendre quelles sont ces conditions de travail qui vous semblent donc impraticables, c'est-à-dire vous ne pouvez pas travailler dans ces conditions-là.
Fallait commencer tout d'abord par les principes de base. Les principes de base dans les normes internationales, c'est que le pouvoir judiciaire négocie lui-même son budget devant le Parlement. Et si en Tunisie, ça n'a pas été validé dans la Constitution, ni encore dans les lois en vigueur, et c'est toujours le pouvoir exécutif qui négocie le budget du pouvoir judiciaire, c'est ce qui fait que... Par le biais du ministre de la Justice et de l'administration donc de son ministère. Oui, oui. Et aussi par le biais du ministère des Finances. Oui. Je rappelle ici que le budget alloué au pouvoir judiciaire en 2017, c'est 0,7% du budget total de la Tunisie, qui est vraiment un epsilon par rapport à ce que demande vraiment la qualité de la justice en Tunisie. Les conditions de travail. Les conditions de travail, on a des tribunaux avec des locaux dans une situation catastrophique. On a des tribunaux... Vous pouvez nous en citer quelques-uns ? Oui, bien sûr. Je peux citer l'exemple de la Cour des comptes, dans laquelle je travaille. La Cour des comptes n'a pas un siège social digne d'une cour de justice financière. C'est un ensemble d'appartements, donc un immeuble. C'est un ensemble d'appartements de location. Et c'est toujours un travail qui ne réunit pas toutes les commodités. Les commodités, oui, bien sûr. Et aussi les tribunaux administratifs dans une situation catastrophique. La Cour de cassation en Tunisie dans une situation catastrophique, qui est la Cour suprême, entre guillemets, dans le pouvoir judiciaire. Les cours de première instance, la Cour de première instance de Tunis, 1, 2, et aussi de toute la République de la Tunisie. Les cours d'appel aussi dans une situation catastrophique. On a des cours là où on n'a pas vraiment l'espace nécessaire, même pour tenir une audience correcte dans les règles de l'art et conforme aux normes internationales et qui respecte les garanties d'un procès équitable. On a des situations des tribunaux là où on n'a pas des imprimantes, on n'a pas des bureaux même pour les juges. Les juges n'ont pas de bureau pour faire leur travail de tous les jours. On a aussi des situations catastrophiques pour le parquet en général et aussi avec la réforme... Donc le ministère public. Le ministère public, oui, avec la réforme du code de procédure pénale, les juges du ministère public sont censés passer toute la nuit dans le tribunal en attendant à ce qu'on fait une audience ou on fait les travaux nécessaires pour le code de procédure pénale. Et là, ils passent toute la nuit sur une chaise, simplement pour garantir le procès équitable. Donc vous êtes en train d'estimer que les conditions de travail ne vous permettent pas de rendre une justice, je dirais, équitable, une justice qui soit de qualité. Aussi, excusez-moi, aussi le nombre des juges, c'est un nombre insuffisant par rapport au dossier. Très insuffisant, c'est même pas la moitié du nombre nécessaire pour traiter des dossiers qui sont... Est-ce que vous avez des chiffres par rapport à combien, donc je sais pas, dans l'ordre judiciaire, je dis n'importe quoi, donc là les juges, là où ils sont plus concentrés donc dans le pouvoir dans l'ordre judiciaire, est-ce que vous avez donc, je dirais, un ratio entre le nombre des juges et le nombre des affaires traitées? Combien? Effectivement, nous estimons que c'est à peu près la moitié de ce qu'il faut pour traiter convenablement les dossiers, mais aussi il faut dire que l'administration de la justice en Tunisie, telle que traitée par le ministère de la Justice, n'a pas beaucoup avancé par rapport aux normes et ratios de traitement des dossiers aussi. Nous savons qu'il y a des projets qui sont en cours avec des instances internationales, mais les ratios ne sont pas encore fixés. Nous jugeons dans l'ensemble que c'est à peu près la moitié des juges qui sont en train de traiter les dossiers maintenant. D'accord. Alors, deuxième motif, et je pense que c'est le plus important, la marginalisation que vous estimez faire l'objet donc d'une marginalisation de la part de l'exécutif. Alors, vous dites que le ministre ne vous a pas rencontré malgré donc plusieurs doléances. Je parle de l'association des magistrats tunisiens. Vous parlez aussi d'un passage en force du pouvoir législatif pour essayer d'asseoir le Conseil supérieur de la magistrature. Alors, pourquoi, je dirais, cette tension entre vous, en tant qu'association, et puis le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif? À un certain moment, on va se dire, écoutez, c'est peut-être l'association qui demande trop
ou bien c'est l'exécutif et le législatif qui sont redevables de la continuité de l'État. Et ben ils vont essayer donc quand même de trouver une solution par rapport aux blocages qui sont là. Tout d'abord, fallait clarifier au début que l'indépendance de la magistrature ou l'indépendance du pouvoir judiciaire, c'est pas un luxe pour les juges, mais un principe fondamental pour les justiciables pour garantir une qualité de la justice, pour garantir aussi un procès équitable. Ça, c'est à clarifier. En deuxième lieu, nous considérons que le gouvernement actuel est responsable au blocage au niveau de la communication avec les juges. Non seulement avec l'association des magistrats tunisiens, mais le gouvernement actuel qui a régné pour 6 mois maintenant n'a interviewé ou n'a vu aucun responsable judiciaire, n'a reçu aucune délégation des juges. C'est pas uniquement l'association des magistrats tunisiens, mais tous les juges n'ont pas été reçus, même les responsables judiciaires n'ont pas été reçus par le président du gouvernement et aussi le ministre de la Justice. Nous avons demandé à plusieurs reprises une audience avec le président du gouvernement sans issue. Nous avons demandé des audiences avec le ministre de la Justice aussi sans issue. Il y avait beaucoup de crises pour le pouvoir judiciaire, notamment la crise du CSM et le Conseil supérieur de la magistrature. Conseil supérieur de la magistrature, et personne n'a reçu aucun responsable judiciaire ni les représentants des juges. Ceci pose un point d'interrogation très important, parce que l'approche participative, ce n'est plus un choix. En Tunisie, l'approche participative a fait tout un parcours pour aboutir à une constitution en 2014 et pour aboutir à certaines réformes qui sont nécessaires et qui sont réclamées par la révolution. D'accord. Alors aujourd'hui, vous faites grève. Demain aussi, vous allez faire grève avec présence donc des magistrats sur les lieux de leur travail, mais ils ne vont pas donc rendre justice. Ils ne vont pas siéger donc pour rendre justice. Si vous essayez de nous expliquer un peu donc comment va se dérouler cette grève-là, à part la présence, comment ça va être. C'est-à-dire aujourd'hui, le justiciable ne pourra pas aller donc pour prendre sa justice, on va dire comme ça. Nous avons respecté une certaine progression dans les mouvements de contestation des magistrats. On a commencé par une journée de grève le 27 février. Nous avons organisé une conférence de presse. Nous avons appelé le gouvernement à faire la communication avec les juges. Il n'y avait aucune communication avec le gouvernement, aucune communication avec le ministère. Donc nous avons annoncé une deuxième grève de 2 jours qui est aujourd'hui et demain. C'est vrai que la justice ne va pas être rendue aux justiciables aujourd'hui et demain, mais nous considérons que la non-indépendance de la magistrature et l'état catastrophique des tribunaux, c'est plus important que rendre justice pour 24 heures ou 48 heures, parce que nous sommes des citoyens et des citoyennes responsables dans ce pays et nous rendons toujours justice aux justiciables. Nous réclamons quelque chose pour le justiciable, non pas pour nous-mêmes les juges. Nous sommes conscients que le procès équitable ne peut pas se faire dans cette situation catastrophique. Dans ces conditions-là. Et dans ces conditions catastrophiques, nous lançons une promesse pour le justiciable que nous sommes toujours là pour réclamer son droit, pour une qualité de la justice respectable et pour un procès équitable. Nous demandons des principes d'indépendance de la magistrature pour le justiciable et non pas pour nous-mêmes. Alors, si le gouvernement ne vous entend pas de cette oreille-là, ne discute pas avec vous, est-ce que vous allez continuer votre mouvement de protestation ? Est-ce que vous allez continuer cette escalade ? Bien sûr que oui, parce que l'Assemblée générale de l'Association des magistrats tunisiens a donné une délégation au bureau exécutif pour adapter les mouvements de contestation avec les événements et avec la communication avec le gouvernement. Si le gouvernement ne va pas entendre aux juges,
pour cette grève de 2 jours, nous allons continuer ces mouvements de contestation au profit du justiciable et au profit d'une justice indépendante. Merci beaucoup, Madame Aïcha Ben Belhassan, magistrate et membre du bureau exécutif de l'Association des magistrats tunisiens. On va espérer que les choses donc se clarifient entre vous et le pouvoir exécutif et qu'on trouve une solution donc au CSM, parce que ça c'est un problème énorme, et que vous soyez donc confortés dans vos revendications. Merci infiniment d'être passé sur nos ondes aujourd'hui. Notre émission arrive à sa fin. Un grand merci à Tarek Idrissi pour la réalisation, à Sarah Abdelmoujoud, à Sofiane Benjim également, notre webmaster. On se retrouve lundi prochain, même heure, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et excellente journée. Au revoir. RTCI nous réunit. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Le vrai du faux. Rubrique proposée par Donia Cheouch. Bonjour. Nombreuses sont les légendes et idées reçues concernant les boissons, les aliments et leurs bienfaits ou méfaits. Mise au point sur une idée reçue très courante. Il est une idée très répandue comme quoi le citron acidifie le corps. Alors vrai ou faux? Eh bien, c'est faux. Son acidité en bouche est trompeuse. Comme tout fruit, le citron est un aliment alcalinisant, c'est-à-dire qu'il compense l'acidité du corps induite par un déséquilibre alimentaire, une consommation insuffisante de végétaux et outrancière de viande, de pâtisserie et de produits laitiers par exemple. Certes, le citron renferme des acides, principalement de l'acide citrique, mais ceux-ci ne se retrouvent pas tels quels dans l'organisme. Au cours de la digestion, ils sont dégradés et transformés en bicarbonate, un composé minéral très alcalin utilisé d'ailleurs pour neutraliser les brûlures acides de l'estomac. C'est pourquoi nombre de naturopathes recommandent une cure de citron ou un jus de citron chaud le matin à jeun dans le cadre d'un régime détox. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Le vrai du faux. Rubrique proposée par Donia Cheouch. RTCI nous réunit.